Il est 9h10, je cède ma place à Louis Dauphren pour le débat du jour. Bonjour Louis. Bonjour Étienne. Et bonne émission. Merci, on vous retrouve demain à 6h30. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et bien sûr, on va parler de la santé du pape, ou plutôt des questions qui se posent en lien avec la séquence que nous vivons en ce moment. C'est le mot consistoire qui a affleuré quelque peu. Nos débatteurs vont en parler pour expliquer aussi, bien sûr, ce que l'Église prévoit, revenir sur la question de la renonciation éventuelle, etc. Toutes les questions qui se posent et que vous vous posez et que nous allons évoquer en première partie de ce débat qui va opposer Sophie Roberti et le père Arnaud Alibert. Le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix, et Sophie Roberti, auteur et journaliste. Et que je salue tous les deux. Bonjour Sophie. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et le père Arnaud Alibert. Bonjour père. Bonjour. C'est le mot consistoire, je le disais à l'instant, qui commence à venir dans les esprits et puis à affleurer dans l'actualité, puisque le pape François en a convoqué un, dont la date n'a pas été encore précisée. Tout cela s'inscrit dans le contexte que l'on suit de très près, c'est-à-dire celui de l'état de santé du pape François, qui est atteint d'une double pneumonie. Le pape reste dans un état critique, mais stationnaire, nous dit-on, au 12e jour de cette hospitalisation, soulignant que le pontife de 88 ans avait quand même travaillé toute la journée. Alors aujourd'hui, ce mot de consistoire, peut-être peut-on essayer de rappeler, Père Arnaud Alibert, on va commencer avec vous, ce qu'il signifie et ce que le pape François a l'intention de faire. Ben oui, en fait, le pape nous a surpris. Alors, bonne nouvelle, il est donc aux commandes, bien conscient, même s'il est extrêmement fatigué, même si son temps de travail est limité, mais on a constaté avant-hier qu'il a donc reçu le numéro 2 et le numéro 3 du Vatican. Donc, nous avons, premier élément, un pape qui a toute sa tête sans aucun problème. Alors, la surprise vient de la convocation de ce consistoire. Qu'est-ce que c'est que ce consistoire ? Il y a dans la boîte à outils des papes 3 possibilités pour réunir des consistoires. Je rappelle que le consistoire, c'est la réunion des cardinaux. Là, il convoque un consistoire ordinaire, c'est-à-dire un élément assez courant, même si c'est un peu solennel, du gouvernement de l'Église. En général, c'est pour parler d'une canonisation. En l'occurrence, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est l'objectif formel de la réunion de ce consistoire, c'est pour valider des canonisations. Mais ça pourrait être très bien, et là c'est un petit peu plus médiatique, pour créer de nouveaux cardinaux. Donc le dernier consistoire a eu lieu le 7 décembre 2024. Ou alors pour aborder une question importante, pas particulièrement urgente ou dirimante, mais une question importante qu'il veut trancher avec ses cardinaux. Ça, c'est le consistoire ordinaire. Et ensuite, il y a 2 autres types de consistoires. Il ne s'est pas inscrit dans ce schéma, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Allez-y, peut-être expliquer quand même qu'on puisse justement avoir la panoplie. Alors, les 2 autres formules de consistoire, c'est le consistoire dit secret, qui est un consistoire, on va dire, romain, pour que les choses soient plus simples pour tout le monde, où il convoque les cardinaux qui sont présents dans la curie. Il les convoque sans vraiment leur donner d'ordre du jour, sans que cela se sache, puisque le premier consistoire est public, là, le consistoire est secret. C'est pour trancher une affaire, en général, de gouvernement de l'Église. Voilà. Par exemple, soit s'il y a un scandale, soit s'il y a une nomination particulièrement, on va dire, touchy, pour employer des termes d'aujourd'hui, mais ce n'est pas un terme romain. Les médias arrivent à quand même être au courant ? Soit juste avant, soit après coup. En général, vous le savez, les cardinaux qui sont tenus au secret ne sont pas tenus au silence, et en tout cas, ils ne le tiennent pas vraiment. Et puis, dernier point, c'est le consistoire dit extraordinaire. Donc c'est quand le pape est confronté à une question qu'il juge extrêmement importante pour l'Église, on va dire grave, pas au sens de dramatique, mais au sens de qui a un poids réel dans l'histoire. Et là, ce consistoire extraordinaire, le pape François l'a utilisé une seule fois. C'était en 2014, au début de son pontificat, avant de convoquer le synode sur la famille. Ça fait que ce synode sur la famille, il a commencé par une grande enquête mondiale. C'est la première qu'il y a eu. Alors, il y en a eu d'autres ensuite sur la synodalité, par exemple. Mais là, il a vraiment lancé une nouvelle méthode de gouvernement de l'Église. Et il a eu cru bon de convoquer ce consistoire
extraordinaire, donc le seul de son pontificat de 11 ans, pour examiner cette question familiale qui est une question absolument capitale pour la vie de l'Église. Voilà donc la boîte à outils. Donc là, on est dans le cadre d'un consistoire ordinaire, sauf que, mais ça va être tout l'objet du débat. Il y a peut-être un élément extraordinaire. Il peut y avoir un élément extraordinaire, mais je laisse Sophie Ruberti, justement, si on est dans cette première catégorie de consistoire ordinaire, avec évidemment le rendez-vous qui est pris avec le monde et avec les médias, et qui donc va focaliser toute notre attention sur le pape François et ce qu'il va dire à ce moment-là. Si le consistoire est ordinaire, la situation ne l'est pas. Et c'est bien pour ça qu'on s'y intéresse, parce que je ne suis pas certaine qu'on aurait abordé cette question dans un cas beaucoup plus général de la vie de l'Église. On n'est pas du tout dans le côté plan-plan d'une situation habituelle. Et on connaît bien le pape François dans le sens où il fera bien ce qu'il a envie de faire. Et donc, bien donc on sait qu'il y aura des surprises. Il peut y avoir des surprises. Il est assez probable qu'il y en ait, mais lesquelles je ne tirerai pas les cartes pour le savoir. Et le pape François sait nous surprendre et il sait bien faire ce qu'il a envie de faire, sans attendre les médias. Alors, sans attendre les médias, mais néanmoins, il leur donne quand même rendez-vous, car quand on dit je convoque un consistoire, c'est quand même déjà mettre sur l'agenda un événement. Alors, sauf que l'agenda n'est pas fixé puisqu'il n'a pas donné la date. Je pense que le premier foyer surprise, c'est son état de santé et donc les diagnostics, pronostics des médecins. Là-dessus, le pape n'a absolument pas la main, alors que pendant tout son pontificat, il a su prendre son monde à contre-pied, si je peux me permettre. Mais là, c'est le facteur santé qui est premier. C'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est que son affection pulmonaire est très grave. Voilà, grave, sérieuse, on peut employer les termes qu'on veut, qui conduit à un diagnostic d'un état critique, c'est-à-dire un état qui, à tout moment, peut basculer vers la bonne santé, ce qu'on souhaite, et puis sinon, une complication, et de complication en complication avec un état de santé qui est déjà fragile, un homme de 88 ans qui a beaucoup voyagé. D'ailleurs, les voyages sont des facteurs aggravants, c'est-à-dire qu'un certain nombre de médecins lui avaient dit « ne faites pas ce long voyage en Indonésie ». D'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les conséquences d'une extrême fatigue, et puis on sait bien que prendre l'avion, changer de latitude, de longitude, etc., c'est extrêmement fatigant, et ça, en particulier pour quelqu'un qui est fragile sur le plan des poumons. Donc je ferme la parenthèse de la santé, mais voilà, je pense que c'est un élément très important. Alors donc ce qu'on sait, c'est que son affection, qui est grave, sérieuse, si elle verse du côté de l'amélioration, va nous donner un schéma clinique d'une amélioration lente, de plusieurs semaines, c'est certain, sans doute plusieurs mois, étant donné son âge et le fait que ce soit une double pneumonie. Donc, on est sur un schéma long d'un pape fatigué, empêché non pas de signer les trieurs pour faire avancer les nominations, ce qu'il fait aujourd'hui sans aucune difficulté, mais pour faire ce qu'il aime, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, rencontrer les personnes et puis voyager. Et donc, dans ce schéma-là, qu'est-ce que le pape va faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il va dire, je considère qu'à ce moment-là, je ne peux plus exercer mon ministère parce que je considère pas pouvoir l'exercer dans mon bureau à signer des parapheurs. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il rentre sur un schéma de renonciation. Et du coup, ça enclenche la machine et ça relance l'idée que lors de ce consistoire, il pourrait faire comme Benoît XVI l'a fait en 2013 et annoncer sa renonciation. Sans doute, il le fera-t-il en italien et pas en latin, mais ça sera l'œuvre de nos spéculations prochaines. Si vous pensez qu'il s'exprime dans ces termes, vous pensez qu'il sera explicite sur le sujet en disant voilà, je renonce pour telle ou telle raison parce que je ne veux pas justement me contenter de signer des papiers, et que j'estime que c'est d'abord être dehors au contact, etc., qu'il donnera une explication? Alors en fait, on ne sait pas, il n'y a pas de règle pour une renonciation. On sait que le choc qu'avait été le choix de la renonciation de Benoît XVI, parce que ça n'est quand même pas dans la tradition pontificale, mais Benoît XVI avait considéré qu'il était plus en mesure de réaliser sa tâche de manière satisfaisante, sachant que
on sait tous que le pape François a déjà écrit une lettre de renonciation dont on ne connaît pas les modalités, dont on ne connaît pas même les modalités d'ouverture. Donc on ne sait même pas comment... on sait que cette lettre a été confiée, mais on ne le sait pas. Ce qui n'est pas une nouveauté dans l'Église, parce que par exemple, Paul VI avait bien longtemps après l'avoir écrite, avait annoncé qu'il avait écrit une lettre de renonciation. C'était aussi le cas de Pie XII, qui avait écrit une lettre de renonciation au cas où il serait déporté par Hitler. Donc, cette tradition je ne sais pas si on peut dire une tradition, puisque ça n'est quand même pas si ancien que ça. C'est une pratique. Mais cette pratique existe, mais on ne connaît pas la teneur exacte de la lettre enfin, on la connaît pas, c'est sûr. Ce qu'on sait, c'est que le pape François a dit plusieurs fois, mais une fois d'une manière assez ferme, qu'il fallait pas que ça devienne une habitude. Exactement. C'est-à-dire que les gens considèrent que le pape, une fois qu'il est un petit peu fatigué, un petit peu vieilli, il renoncera et on passera au suivant. C'est ça, on peut supposer qu'il ne tombe pas dans cet écueil-là. On peut être à peu près certain que c'est pas du tout sa volonté. C'est-à-dire que s'il devait renoncer, c'est que vraiment le diagnostic posé par les médecins serait assez définitif sur son incapacité à remonter la pente. Et puis en plus, il n'a pas du tout envie qu'on le pousse dehors. Parce qu'il peut y avoir cette idée, d'autres l'ont fait, un autre en tout cas l'a fait avant vous, ce serait quand même bien que dans votre situation, et vu l'incertitude du diagnostic, vous partiez. Et ça, c'est pas du tout, je pense, l'état d'esprit du pape François. Que dit le droit de l'Église là-dessus ? C'est-à-dire est-ce qu'il faut nécessairement avoir un consistoire pour renoncer ? Est-ce que le pape François enclenche en fait une procédure à laquelle il se réfère, ou bien est-ce qu'il agit de son propre chef en créant lui-même une forme de précédent ? Puisqu'à ma connaissance, il n'y avait pas eu de consistoire pour Benoît XVI. Si, au cours d'un consistoire, on est vraiment dans le même schéma. Mais qu'il avait convoqué exprès ? Qu'il avait convoqué, pensait-on, pour une question ordinaire. Il avait convoqué, à ma connaissance, 8 ou 9 jours avant. Donc, et malgré tout, ça a pris tout le monde de court. Donc c'est le 13 février, je crois qu'il a renoncé. Donc je crois que c'est le 4 ou le 5 février qu'il a dit consistoire. Donc il a fait venir les cardinaux de manière assez rapide. Vous voyez que ça peut, si le pape sort de Gemelli, en tout cas, je pense qu'il ne peut pas le convoquer alors qu'il est encore à la clinique Gemelli. Si vous voulez, une fois qu'il arrive au Vatican, s'il y arrive, il peut donc s'installer, peut-être prendre un petit peu la mesure des choses. Et à ce moment-là, convoquer un consistoire, il faut un minimum de 1 semaine, mais il ne va pas le convoquer pour juin. En fait, c'est pas ça la pratique. Et à ce moment-là, quand il prendra la parole, aussi bien il parlera des canonisations, aussi bien il prendra la parole pour dire... Et là, il n'y a aucune forme. La seule chose que l'on sait, c'est que le pape a droit à renoncer au siège. Voilà, ça c'est un élément de droit qui n'est pas stipulé dans les canons explicitement, mais c'est un droit reconnu à tout fidèle. Le pape est un fidèle, donc Benoît XVI a fait valoir ce droit. Et alors, est-ce que le droit après coup va avancer formellement avec de nouveaux canons ? Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que une fois que le pape aura renoncé, on sait comment se comporte le pape émérite, c'est-à-dire il se met de côté, il n'a plus de pouvoir de gouvernement, mais il continue à garder les attributs de la papauté, c'est-à-dire il est habillé en blanc, etc. Il a une forme d'honneur qui lui est rendu. Et puis le reste, le gouvernement du Saint-Siège se fait comme dans le cas d'une vacance de siège, avec l'interdiction pour les cardinaux d'initier tout processus nouveau. Donc ils doivent se couler dans ce qui était prévu. Donc là, le pape François, à la suite de tous ses successeurs, a mis en place les éléments. Alors s'il meurt de ses obsèques, et s'il ne meurt pas, on est dans le schéma normal, avec convocation d'un conclave, etc. Mais ça veut dire que s'il y a le consistoire, en fait, on peut très bien parler d'un sujet qui soit tout à fait différent de l'intention qu'on prête au pape de démissionner, enfin de renoncer pour être précis, et le consistoire peut se dérouler comme ça, il peut très bien ne rien se passer. Et on peut prévoir qu'il y aura un taux d'audience à peu près équivalent à celui d'une finale de foot. C'est ça. Il y aura le monde entier qui regardera ce qu'il va dire, et aussi bien il va faire une catéchèse, il y aura
Il aura piégé son monde. Et ça sera un contre-pied merveilleux. Voilà. Il n'y a pas de règle de toute façon. Donc, il n'y a pas de. La renonciation de Benoît XVI peut être considérée comme une référence, parce qu'en fait, on n'en a pas d'autres. Mais il n'y a pas ni règle, ni jurisprudence. Il n'y a pas de jurisprudence sur un. Donc, le pape fait comme il veut, ce qu'il a envie. Il peut renoncer, ne pas renoncer. En tout cas, s'il renonce, comme vous le disiez, s'il renonce, il n'a plus du tout de fonction officielle. Et je pense qu'il se coulerait à la suite de Benoît XVI dans la discrétion et la prière, mais on ne sait pas. Est-ce qu'on peut rester pape en écrivant tout simplement des textes, des encycliques, des prières, des méditations ? Après tout, on peut aussi déléguer, ça fait partie d'un esprit peut-être collégial que partage le pape François, même s'il a beaucoup centralisé, il pourrait aussi déléguer l'aspect administratif besogneux, de parapher, etc. et garder une vocation spirituelle, magnifier cette vocation spirituelle à travers l'écriture. Est-ce qu'il y a besoin nécessairement de se déplacer, d'être au contact ? Père Alibert et puis Sophie Roberti. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que là, ça serait vraiment un choix, on va dire, d'ecclésiologie pratique. C'est-à-dire que si le pape François, tout en ayant toute sa tête, renonçait parce qu'il n'a pas les capacités physiques de rencontrer les gens, ça voudrait dire que pour lui, le ministère pétrinien, le ministère de pape, est un ministère non pas simplement d'enseignement, mais aussi de gouvernement, c'est-à-dire de rencontre avec le peuple, et donc il reprendrait sans doute son incapacité à être, comme il l'a dit, en tête du troupeau, au milieu du troupeau et à la queue du troupeau. Et donc, ça serait un élément théologique nouveau, de théologie pratique, sur lequel on pourrait gloser. Mais il pourrait très bien, comme ça a été le cas d'ailleurs de ses prédécesseurs quand ils ont vieilli, hein, donc les Léon XIII ou les Pie XII aussi, être très dans la réflexion, un peu être comme des lumières pour l'Église, tout en gardant une activité très faible. Et qui ne sortait pas beaucoup du Vatican. Exactement, qui ne sortait pas. À l'époque, il ne sortait pas. Sophie Roberti. Plus proche de nous, je garde à l'esprit l'exemple de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui lui avait émis l'idée que être pape, c'est être père, et qu'on ne démissionnait pas de sa fonction de père. Et donc, en fait, on a deux manières de finir son pontificat, si je puis dire. C'est à la manière de Benoît XVI, qui est de renoncer en disant « je ne suis plus en mesure d'exercer de manière convenable parce que je suis trop fatigué d'exercer mon pontificat ». Et puis la manière de Jean-Paul II, qui finalement se rapproche de nos vies, avec une fin de vie qui a été difficile, qu'on a suivie, etc. Et on sait très bien qu'il ne dirigeait plus l'Église comme il pouvait le faire 20 ans avant. Mais c'est une autre manière de terminer son pontificat. Et je crois que les deux manières se valent. Et c'est vraiment c'est chaque pape qui décide de la manière dont il souhaite... continuer. Un dernier mot rapide, Père Alibert, là-dessus. Ce qu'il y a de nouveau dans la situation par rapport à Jean-Paul II, parce qu'évidemment, on a en tête la fin du pontificat de Jean-Paul II, c'est que Jean-Paul II est décédé au Vatican, c'est-à-dire qu'il n'était pas hospitalisé. On se doutait bien que sa chambre était médicalisée, mais en fait, il a décliné lentement dans sa chambre. Il est apparu à la fenêtre à Pâques, une semaine après, il était décédé. Père Arnaud Alibert, Sophie Roberti. On se retrouve juste après les infos. On va parler du salon de l'agriculture, notamment. Et puis le débat continue jusqu'à 10h. À tout de suite. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Cette semaine, dans Paris Notre-Dame, découvrez une enquête inédite sur l'officialité de Paris. Depuis des siècles, ces acteurs sont au service de la paix et de la vérité auprès des couples mariés religieusement mais divorcés civilement. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
Portrait. Bonjour, c'est Simon Tatro. Portrait, c'est tous les jours à 12h15, un quart d'heure en tête-à-tête pour découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ses engagements. Qu'ils soient artistes, reporters ou responsables associatifs, ils nous racontent leur expérience et ce qui les anime. Portrait, c'est tous les jours à 12h15 et 19h30. – 9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Kiev a accepté les termes d'un accord sur les minerais avec les États-Unis. Volodymyr Zelensky pourrait signer cet accord dès vendredi en se rendant à Washington. De leur côté, chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'UE se réunissent à 10h en visioconférence. Ils reviendront sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump au sujet de l'Ukraine lundi à Washington. L'Union européenne met un coup de frein à certains de ses projets sur le climat. La Commission va proposer de réviser plusieurs textes très ambitieux dont certains ont été adoptés il y a quelques mois à peine. Une décision prise au nom de la compétitivité face aux États-Unis et à la Chine et sous la pression d'industriels aux grandes dames des ONG. En Malaisie, 11 ans après, les recherches ont repris dans l'océan Indien pour retrouver l'avion du vol MH370. L'avion de Malaysia Airlines avait disparu en 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin, l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. En France, la loi sur la fin de vie sera bien découpée en 2 propositions de loi. Elles seront défendues au printemps, l'une portée par Frédéric Valletoux du parti Horizon sur les soins palliatifs et l'autre par Olivier Falorni du Modem sur l'aide active à mourir. François Bayrou réunit cet après-midi une dizaine de ministres pour un conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Ce rendez-vous s'organise après l'attaque survenue samedi à Mulhouse et dans un climat de tension croissante avec Alger. L'Algérie a refusé à de multiples reprises ces dernières semaines de laisser entrer sur son sol plusieurs de ses ressortissants expulsés de France. Le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, a annoncé que des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens avaient été prises. Et enfin, le narcotrafiquant Mohamed Amra, mis en examen à Paris pour meurtre et évasion en bande organisée. Il a été arrêté en Roumanie samedi après 9 mois de cavale et la mort de 2 agents pénitentiaires. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Vos questions, vos remarques, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. En présence du père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au journal La Croix, et de Sophie Roberti, auteure et journaliste. On va parler d'agriculture à présent. Près d'un ménage agricole sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Une crise importante que traverse le monde agricole qui n'est pas nouvelle. Des soubresauts aussi, on a pu les voir dans la rue, dans les manifestations. Une fragilité économique des exploitations très endettées, un modèle qui repose à 60% sur des subventions publiques. Il y a beaucoup de questions qui se posent au monde agricole. Celle que nous nous posons ce matin, c'est de savoir quelle parole tenir à ce monde agricole qui est en souffrance. Du moins, une partie de la population agricole l'est et une partie qui n'est pas négligeable. On se souvient aussi que les relations entre le monde agricole et le politique sont tendues. Le président Emmanuel Macron avait été hué au salon de l'agriculture en dépit de plus de 500 millions d'euros d'aides promis. Et puis, par ailleurs, vous avez peut-être vu que des patrons de la grande distribution se sont invités avec un motif d'espoir pour la rémunération du monde agricole, c'est-à-dire de pouvoir aujourd'hui changer les relations peut-être entre la distribution et ce monde agricole qui en dépend énormément pour ses revenus. On parle de coûts de communication, mais peut-être y a-t-il une intention différente derrière. Père Arnaud Alibert, Sophie Roberti. Sophie. La première parole dont les paysans ont besoin, c'est une parole de soutien. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'évêques, un certain nombre de prêtres soutiennent le monde agricole et les aident face à leurs difficultés. Mais je crois que ce dont ils ont besoin en priorité, c'est d'être respectés, reconnus pour ce qu'ils sont, comme des transformateurs de la création, comme vraiment chargés de ce qu'on leur a demandé, qui est de nourrir la population. Et c'est une responsabilité extrêmement importante. Ils préfèrent, j'imagine, ce soutien plutôt que d'être traités de pollueurs et de gâcheurs de la création. Et je crois que la manière qu'on a de les soutenir, c'est déjà effectivement par notre présence active, mais aussi par
par des moyens extrêmement concrets qui sont la manière dont on remplit nos paniers. Ça, c'est soutenir les paysans français. Ça Comment se fait faites-vous ? d'abord par nos achats. Et choisir, en tant que mère de famille, je sais que c'est pas toujours facile de choisir la production française, mais en tout cas, je trouve que c'est une action extrêmement concrète, même si les produits sont plus chers parce que les paysans sont confrontés à des charges qui sont bien supérieures à celles d'autres pays. Mais je crois que c'est un moyen extrêmement concret de choisir des fraises françaises plutôt que des fraises espagnoles. Et pas de fraises du tout en ce moment. Voilà, c'est peut-être... Alors là aussi, c'est aussi la question qui se pose. Père Alibert. Oui, la question, elle est loin d'être anodine. Il y a de nombreux acteurs sensibles aux paroles d'Évangile dans le monde agricole et le secteur de l'alimentation. Il y a des agriculteurs qui sont attachés à leur terre et aussi à leur tradition et à la foi de leur père. Donc c'est un élément à noter. Les acteurs, les consommateurs, et puis aussi les acteurs de la distribution, qui peuvent aussi avoir une oreille attentive aux enseignements de l'Église et aux appels de l'Évangile, aux appels pour qu'il y ait plus de justice. Alors, si on regarde, du coup, la situation en termes de justice et de dignité de l'homme, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table, au-delà de la simple question de combien va me coûter mon panier de légumes et de fruits. Si vous voulez... La première des anomalies dans l'agriculture, c'est que le taux de suicide est 30% supérieur au reste des catégories professionnelles en France. Donc là, il y a un enjeu de vie et de mort qui est très important. La deuxième question, c'est la question de... Donc personne ne s'empare. Hein. Alors... Il y a quand même une sensibilité, on en parle quand même. Il y a une grande sensibilité. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver une politique publique de prévention, parce qu'il ne s'agit pas tellement d'une prévention sanitaire. Elle est de fait une prévention sanitaire, mais on sait bien que les ressorts de ce taux de suicide, c'est une forme d'impasse du modèle économique, qui fait qu'au-delà de tout accompagnement psychologique qu'il pourrait y avoir des agriculteurs, c'est cette forme de fatalité qui enferme certains agriculteurs, hélas, dans la dépression. La deuxième question absolument fondamentale qui se pose dans toute la société, mais en particulier dans le secteur agricole, c'est la question du travail et de la valeur du travail. Au sens où quand on travaille, quand on passe sa vie à besogner, qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de la part de la société comme reconnaissance ? Il y aurait aussi la question du lien entre les générations, le rapport à la terre et l'environnement. Peut-être qu'on va y revenir. Nous, à la Croix, on a été sensible à un dernier point que je voudrais vous donner, parce que je pense que ça fait partie de l'équation. Il se trouve que dans l'agriculture en France, on fait... Les agriculteurs, les exploitations font venir des travailleurs immigrés, en particulier du Maghreb, parce que ce genre de métier, les Français, pour des tas de raisons en fait, ne les prennent pas. Or, comment est assurer la production agricole dans ces pays-là? Vous savez que la plupart de nos tomates sont produites au Maroc. Eh bien, au Maroc, si les travailleurs marocains agricoles sont en France ou en Europe, je ne parle pas que de la France, qui fait ce travail? Eh bien, dans notre enquête, il s'agit des déplacés africains subsahariens qui ont des conditions de travail absolument dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a en fait une forme de en France. Non. Au Maroc, qui remplace les Marocains. Voilà, si vous voulez, les Marocains c'est en France et les subsahariens au Maroc. Avec des conditions de travail absolument dramatiques, à la limite de l'esclavage, et ce qui fait que les tomates marocaines sont d'autant moins chères. C'est-à-dire que c'est pas simplement le coût du travail affiché entre le Maroc et la France qui est en jeu. C'est que le mode de production au Maroc, en fait, ferme les yeux sur une forme d'exploitation qui, du coup, diminue d'autant le coût de production. Et du coup, ça fait des consommateurs de bonne foi que nous sommes, parce que quand on veut manger une tomate, en fait, on a le droit de manger une tomate. Et on la trouve sur l'étal, on la prend, mais de bonne foi, Vous regardez la provenance, vous, père ? Oui, mais en fait, si vous voulez regarder les tomates en France, si vous voulez trouver des tomates qui ne sont pas du Maroc, vous allez galérer pendant un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, en hiver, on comprend bien que les tomates, on n'a pas à en manger parce qu'on n'en produit pas en France. Mais même dans la pleine saison, les tomates sont du Maroc. Ce qui fait que
d'une certaine manière, c'est ce que l'Église appelle, et c'était Jean-Paul II qui avait mis ça en avant dans une encyclique de 92, une structure de péché, c'est-à-dire que ça nous fait, nous, consommateurs, complices d'un système d'exploitation qui, au loin, réduit des frères en humanité, en l'occurrence des travailleurs subsahariens, à un quasi-esclavage. Alors, esclavage, c'est peut-être un petit peu trop haut, mais une exploitation de leur travail qui des conditions indignes, en tout cas. Voilà. Comment mettre fin à cette structure de péché, Sophie Roberti? Alors, je crois que les agriculteurs ou les paysans, moi je préfère le mot paysan, parce qu'en fait, il y a l'idée de pays, parce qu'ils sont souvent très attachés à leur terre, font face à des injonctions contradictoires. Il y a 60 ans, on leur a dit, vous détruisez les haies parce qu'on va remembrer, vous allez avoir des grandes surfaces agricoles que vous pourrez mieux exploiter. Vous allez acheter des gros tracteurs parce que vous allez pouvoir mieux exploiter. Et on leur a dit, il faut nourrir la France. Donc, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Donc, on leur a dit, vous mettez des intrants, vous mettez des engrais, parce qu'il faut produire plus pour nourrir la France. Et tout ça, ils l'ont fait. Et maintenant, ils se trouvent face à une situation où les terres sont appauvries, dans de très grands nombres de cas. Beaucoup tentent de se reconvertir au bio, mais comme c'est plus cher, les consommateurs n'achètent pas. Les tracteurs, j'entendais un reportage incroyable, l'augmentation du prix des tracteurs, ça devient impossible pour les exploitants de s'endetter. Ils sont déjà très endettés, de s'endetter pour acheter une voiture de luxe. Mais bien plus cher que ça. Bien plus cher que ça. Ça dépend laquelle. Et donc en fait, maintenant on leur dit non mais il faut replanter des haies. Il faut enlever ces intrants qui sont mauvais. Donc eux, ils font tout ce qu'on leur demande et ils se trouvent dans des situations, vous l'exposiez, des situations pour un certain nombre d'entre eux, qui sont des situations désespérées, de surendettement, de quasiment pauvreté. Les revenus, on n'ose même pas les indiquer tellement dans un certain nombre de cas, c'est dramatique. Et je crois qu'on est vraiment dans une situation où on ne prend pas la peine de s'occuper de nos agriculteurs. Alors, Père Alibert, juste un point là-dessus sur ce que vient de dire Sophie, en disant finalement dans les années 50, on a beaucoup poussé les agriculteurs vers ce modèle productiviste et les syndicats, à ma connaissance, mais peut-être allez-vous nous éclairer, les syndicats chrétiens de l'époque ont quand même beaucoup poussé aussi dans ce sens-là, non ? Oui, alors les syndicats, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, en fait, ils ont... Oui, mais je parle de la parole de l'Église en particulier, elle a quand même beaucoup accompagné ce mouvement de modernisation. Moi, je pense que quand on est à la sortie d'une guerre et qu'il faut nourrir les gens, il n'y a pas de dilemme moral. En fait, il faut produire pour nourrir. Ensuite, il faut, comme toute chose, les choses ne sont pas gravées dans le marbre, donc il faut l'art de la politique, c'est de savoir s'adapter. Aujourd'hui, on a deux injonctions différentes. On a continuer à nourrir la population et à développer en France et en Europe une forme d'autonomie alimentaire qu'on a pour partie perdu sur certains produits. Et deuxièmement, préserver l'environnement, parce que on pourrait dire, oui, mais les pesticides, c'est pas dramatique au sens où ce n'est pas un élément essentiel dans la décarbonation ou dans la carbonation de notre économie. Ça, c'est la partie, si vous voulez, de l'environnement par rapport à la question de carbone. Mais il y a l'autre partie de l'environnement qui est tout aussi importante, c'est la biodiversité, qui est beaucoup plus impalpable, parce que la biodiversité ne se ressent pas comme un changement climatique, mais c'est absolument essentiel. Donc, sur les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les agriculteurs sont essentiellement des contraintes liées à la préservation de la biodiversité. Et là, c'est vrai que ça leur fait mal. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de déprise des normes. Et là, on va en parler. On voit bien qu'en Europe, aujourd'hui, il y a un mouvement très général, y compris à la Commission, pour dénormer ce qui avait été mis en avant de manière à préserver l'environnement. Donc la question est de savoir est-ce qu'on va avancer sur ce terrain-là, comment les agriculteurs vont alimenter à la fois soit le mouvement de repli, soit essayer de préserver la terre, parce que ce sont des grands défenseurs de la terre. Je voudrais simplement rajouter un dernier point qui est assez tabou, mais que nous devons nous dire en tant que journalistes. C'est la question du niveau de vie des agriculteurs.
Dans la question du niveau de vie, il y a le revenu mensuel, où là, on s'accordera tous pour dire deux choses. Un, il y a des agriculteurs qui travaillent beaucoup et qui ont un revenu qui est extrêmement faible. Deux, la disparité des revenus dans le secteur agricole est très importante. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie. Deuxièmement, dans la question sur l'échelle d'une vie, il y a les revenus et il y a le patrimoine. C'est-à-dire qu'ils sont très endettés, mais une fois qu'ils ont payé leurs emprunts, selon ce sur quoi porte l'emprunt, ils se retrouvent ou pas. Si c'est un tracteur, effectivement, ils l'ont perdu. Si c'est un champ, si c'est un bâtiment, ils se retrouvent avec un capital qui a pris de la valeur. Des études extrêmement précises ont montré la grande part de capital que possèdent les agriculteurs. Si ils peuvent le céder, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'un certain nombre d'agriculteurs sont confrontés à la difficulté de ne pas pouvoir céder leurs exploitations. Ils ne cèdent pas tout, toute l'exploitation n'est pas cédée, mais il y a un certain nombre de bâtiments. Alors, mais après, il faudrait regarder, si on regarde au cas par cas, évidemment, on va toujours tomber sur des situations dramatiques. Mais globalement, les études de l'INSEE ont montré une augmentation, une capacité d'une part de patrimoine chez les agriculteurs qui était assez élevée. Avec donc plus toutes les politiques publiques, je trouve qu'à un moment donné, le gouvernement va devoir arbitrer dans les différentes revendications catégorielles. C'est certain, même si on a infiniment de sympathie pour les agriculteurs, ce qui est notre cas et ce qui doit être notre cas, évidemment. La présence de personnes de la grande distribution qui viennent au salon de l'agriculture pour essayer d'envoyer un message, est-ce que vous réduisez cela à un coût de communication ou est-ce qu'il y a une part de la solution qui leur appartient ? On sait très bien qu'une part de la solution leur appartient. Alors après qu'ils viennent pour rencontrer les producteurs qui finalement les font vivre aussi, moi je trouve ça toujours une bonne chose. Le dialogue est toujours une chose positive. Alors que ça serve d'élément de communication, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais en tout cas, je crois que il est évident que la grande distribution a une responsabilité extrêmement importante dans les revenus des agriculteurs. Mais là aussi, moi je pense il faut absolument penser que le consommateur lui-même a un rôle à jouer, et la manière dont on s'approvisionne compte énormément dans les revenus des agriculteurs. Sauf que le consommateur, il est du côté de la grande distribution qui lui permet d'avoir son pouvoir d'achat, de maintenir son pouvoir d'achat. Non, pas forcément, parce que si vous allez en direct chercher vos produits chez des agriculteurs, alors je dis pas, là, nous sommes en plein Paris, c'est un peu compliqué d'aller chercher ses œufs à la ferme, mais en même temps... En plein Toulouse, en plein Bordeaux, en plein Montpellier, en plein Grenoble... Il y a quand même un certain nombre d'endroits, il y a quand même un certain nombre de manières de faire qui permettent d'aller en direct. Alors effectivement, pas au sein des grandes agglomérations, mais toute la population française ne vit pas au sein des grandes agglomérations. Et je pense qu'il y a il y a certainement un effort à faire de la part du consommateur, même si tout n'est pas entre ses mains. Moi, je pense qu'il faut regarder que quand on fait ses courses, ce qui est mon cas, on est tributaire des choix de la grande distribution. Donc, je pense que la question de la grande distribution, c'est pas simplement la question du prix, c'est la question de la mise à disposition dans les étals. C'est-à-dire les choix concrètement. Les directeurs de magasins, alors selon les enseignes, ils ont plus ou moins de latitude de choix. Mais c'est quand même concrètement la mise à disposition du des produits aux consommateurs. C'est là que se joue une grande partie de l'équilibre de l'ensemble. Oui, c'est vrai que j'ai un exemple très concret. Sophie Roberti. Il y a quelques temps, je voulais acheter de l'ail. J'étais au supermarché. J'avais le choix entre de l'ail qui venait d'Israël ou de l'ail qui venait d'Afrique du Sud. J'étais furieuse. Qu'est-ce que vous avez fait du coup ? Je l'ai pas acheté. Vous l'avez pas acheté ? Non, parce que franchement, maintenant, ça reste de l'ail. Oui, mais ça m'a. Je supposais que la qualité, quoique, on ne sait pas comment il est fabriqué. C'était plus, comme vous le disiez, c'est une question de mise à disposition du consommateur. C'est-à-dire que j'avais même pas le choix de payer éventuellement plus cher ma gousse d'ail. Et voilà. C'est pour des tas de produits comme ça. Donc, et c'est pour énormément de produits comme ça. Et en même temps, parfois, on n'a plus. Je passe mes vacances dans un département très rural. Et en particulier, qui a énormément de pêche en particulier. Eh bien, le 15 août, il n'y avait plus une pêche locale. Il n'y avait que de la pêche étrangère. Ça veut dire que vous voulez la préférence nationale pour les agriculteurs, c'est ça que vous voulez dire ?
Sophie Roberti, parce qu'en fait, vous hiérarchisez en fonction de la provenance. C'est ce que vous faites. En fait, c'est pas tellement, c'est pas une nationalité des fruits. Hein. Bah si, vous avez dit Afrique du Sud et puis l'autre pays, je ne sais plus. Moi, je pense que enfin, je sais pas, je ne veux pas parler à votre place, mais moi, je pense que les gens sont attentifs à la question du circuit court. Mais oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est même une préférence régionale d'une certaine manière, mais sans être régionaliste. Il ne s'agit pas que les Occitans mangent que des produits occitans, mais autant que possible. Il faudrait que le rayonnement, si vous voulez, des lieux d'achalandage soit de fonction, en fait, soit imprégné des terroirs, en fait. Voilà, on rêve tous de ça. On rêve tous de ça. Oui. Mais ça pose la question du proche et du lointain. C'est-à-dire, finalement, le critère de sélection, c'est de se dire, je ne prends pas ce qui est loin. Alors, il y a un dernier point, c'est que nos populations sont aussi brassées. C'est-à-dire qu'on a aussi, dans tous nos départements, des personnes qui sont donc d'autres régions ou d'autres même régions du monde, donc avec d'autres habitudes alimentaires qui imposent qu'au marché de Cahors, il y ait aussi des patates douces parce qu'il y a des personnes qui en mangent. Alors, la patate douce, vous avez le choix généralement entre la patate douce locale et la patate douce qui vient des États-Unis. Et parfois, vous ne trouvez que la patate douce qui vient des États-Unis, pour une raison que j'ignore, alors que ça pousse très bien en France. Avec un bilan carbone, évidemment, qui est là. C'est ça, en fait, le problème, il est quand même important. Oui. Sophie Roberti, Père Arnaud Alibert. On va parler à présent. L'info n'est pas nouvelle, elle date de début février, mais enfin, elle est suffisamment importante pour que nous la prenions en considération. On en a déjà parlé d'ailleurs sur notre antenne. Il y a moins d'actes antichrétiens, mais davantage d'églises ciblées. C'est un bilan du renseignement territorial. Les forces de l'ordre ont enregistré l'année dernière une baisse des atteintes antichrétiennes, 770 faits, c'est moins 10%, mais depuis 2023, c'est la communauté juive qui est la plus ciblée, mais les actes antisémites représentent 62% des faits antireligieux et les actes antichrétiens, 31%, les actes antimusulmans, 7%. En revanche, pour la deuxième année consécutive, les églises ont à nouveau été particulièrement visées l'année dernière, avec près de 50 tentatives et incendies de lieux de culte chrétiens recensés donc en 2024. Est-ce qu'on peut dessiner une tendance ? Est-ce qu'il y a une tendance à dessiner ou des leçons à tirer de ce rapport du renseignement territorial ? Sophie Roberti, Père Arnaud Alibert. Père. Mais écoutez, la question, elle est d'abord complexe parce que il faut savoir la motivation des délinquants. Et deuxièmement, elle est extrêmement sensible parce que à partir de diagnostic qui va être porté sur cette question, une partie du débat du vivre ensemble va être posée. Donc il faut faire très attention. La malveillance contre les biens de l'Église ne date pas d'hier. L'histoire de France est peuplée de ce genre de malveillance. On prend que le 19e siècle, il y a eu, après la Révolution française qui a mis à bas un certain nombre d'églises, il y a eu, au début de la Troisième République, des attaques très ciblées contre l'Église. Les guerres de religion aussi ont beaucoup détruit. Donc tout ça fait partie de notre paysage historique. Là, en l'occurrence, il faut distinguer ce qui est du vandalisme de voyous, qui a hélas toujours existé, d'un vandalisme ciblé contre l'Église. Et dans cette volonté de nuire à l'Église, parce que quand je dis le vandalisme voyou, c'est faire gratuit, un tronc, sans motivation particulière, ou simplement crapuleux, pécuniaire. Je vole une statue je vole une statue pour la revendre. J'attaque les troncs pour prendre l'argent, etc. Et puis après, il y a le vandalisme qui est de l'ordre anti-chrétien, qui a deux sources majeures. Des personnes qui ont un ressentiment très profond contre l'Église, soit parce qu'ils ont été victimes de l'Église, soit parce que des proches ont été victimes de l'Église, soit parce qu'ils font partie d'une mouvance qui développe en fait l'idée que l'antéchrist est dans l'Église. Et puis après, il y a l'autre versant, qu'on va dire les agressions chrétiennes d'origine religieuse. Antichrétienne, vous voulez dire. Antichrétienne d'origine religieuse. En France, c'est essentiellement le djihad. Dans d'autres pays du monde, ça peut très bien être des hindous qui attaquent les édifices religieux chrétiens ou d'autres. Donc en France, c'est plutôt l'islam radical. Et donc là, ça pose la question, effectivement, de comment on gère la radicalisation de l'islam.
Et donc, et du coup, ça nous invite à beaucoup de prudence et beaucoup d'analyse pour ne pas, évidemment, amalgamer l'islam quotidien des personnes que nous rencontrons avec ce pourcentage extrêmement agressif dont il ne faut absolument pas nier l'importance ni la dangerosité des islamistes radicaux qui sont prêts à tout. Avec donc 3 formes de vandalisme que vous avez décrites, celle qui est crapuleuse, celle qui peut être liée au ressentiment, et puis celle qui est liée à la radicalisation de l'islam. Sophie Roberti. Alors c'est vrai que incendier, ce n'est pas juste voler. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence de nature, même si le résultat est le même, parce que c'est pas de la délinquance ordinaire. C'est pas juste piquer un portefeuille ou voler dans un tronc lorsqu'on déclenche un incendie. Alors, ce désir de destruction, si on faisait l'analyse, la répartition entre les trois éléments que vous évoquiez, je suis pas certaine qu'il y aurait énormément de personnes qui ont été victimes d'abus, qui soient à l'origine, en proportion, qui soient à l'origine de ces incendies. Mais comme l'étude n'existe pas, nous ne savons pas, et je n'irai pas plus loin. Il y a une question générale d'éducation. Il y a une question générale de respect du bien d'autrui, de la personne, de l'autre, en fait. Et en plus, quand on s'attaque aux églises, on s'attaque pas à l'église en direct, parce qu'en fait, ce sont des biens qui appartiennent aux mairies. Donc, on s'attaque vraiment pas uniquement aux chrétiens, mais on s'attaque aux biens de tous, puisque une église nous appartient à tous. C'est dans le patrimoine, public. Et moi, ça me pose une vraie question par rapport au rejet d'une minorité de la population sur la présence chrétienne. Tout à l'heure, j'étais sur le quai en attendant mon tram, et en fait, j'avais dans mon point de vue 2 églises. Et je me disais, mais c'est quand même une toute proche, et puis une sur la colline en face. Et je me dis, mais c'est quand même cette présence chrétienne, elle est visible et elle existe. Et je pense que ça dérange certains. Mais je crois que ça pose la question de l'éducation à notre histoire. De scandaleux, ça devient quelque chose pour certains de culpabilisant. Je pense pas culpabilisant. Je pense qu'il y a ce désir de destruction qui existe. Mais qui, à la limite, se retrouve dans toutes les volontés de destruction qui existent dans une minorité de la population. Et il est un peu paradoxal ce désir de s'en prendre à l'Église, alors que celle-ci est largement invisibilisée quand même aujourd'hui. Elle n'est plus tellement surplombante par rapport à la société, Père Noël Libert. En fait, il faut rebâtir. C'est pas le pouvoir en place auquel on s'attaquerait, etc. Ah, oui. Vous voyez, c'est un signe, en fait. Il faut rebâtir un récit national qui intègre notre pluralité, qui montre que le christianisme a sa place dans notre société, dans notre civilisation, et qui n'a jamais été, qui a été hégémonique dans l'histoire, mais qui n'a jamais été le seul, et que donc le christianisme a toujours cohabité avec d'autres traditions religieuses. Donc, il faut reconstruire un récit national pour pouvoir intégrer pour que chacun se sente, pour que personne, plus exactement, ne s'en sente exclu. Et puis peut-être aussi pour mettre en pièce un récit concurrentiel qui est celui de dire la seule façon pour les musulmans d'exister en France, c'est la conquête, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque la présence musulmane est très ancienne en France. Moi, je suis du sud de la France, comme ça s'entend peut-être un peu, et les musulmans sont présents en France donc depuis plus de 1000 ans. Ils étaient d'excellents médecins dans la faculté de médecine de Montpellier. Donc il y a tout ça qu'il faut reconstruire. En tout cas, le renseignement territorial recommande une attention particulière tout au long de cette année jubilaire où les paroisses, les diocèses vont multiplier les rassemblements et les événements dans les églises. Merci beaucoup à tous les deux, Père Noël Libert, rédacteur en chef au quotidien La Croix, et Sophie Roberti, auteure et journaliste. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci que beaucoup. Vous savez quotidien entre 9h et 10h.